Les flics étaient en mode « je m'en fous ». Pourquoi ? Parce que c'est pas un vol, c'est ni un viol, ni un mort. Il y a dû y avoir du mécontentement. Tu es issu d'une ferme agricole. Aujourd'hui, tu es multimillionnaire. Quand il y a eu ce cataclysme en 2019, je me suis dit « ok, ça peut réarriver ». Donc numéro 1, le business model est pas viable. Personne n'est 100% en conformité. J'ai l'impression qu'en France, on est endormi. Je suis pas sûr que ce soit la bonne décision. Est-ce que tu avais conscience que ce service de paris sportif, il n'était pas tout à fait légal ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Clash au Cash, le podcast qui vous réveille sur le plan juridique. Et aujourd'hui, nous accueillons Maxence Rigotier, un serial entrepreneur. On va parler de ton parcours. On va essayer de te réveiller un peu sur le plan juridique parce que parfois on te trouve un petit peu endormi Avec sur grand ce... plaisir, mon cerveau a entendu juridique. Ah, il avait envie de dormir, donc vous allez me réveiller, ça sera excellent. Et c'est important parce que tu fais partie de ce type d'entrepreneur, on va te présenter, mais qui pour nous accorde une attention au juridique parfois dans un second temps, même dans un troisième temps parfois. Et tu nous diras pourquoi, parce que c'est intéressant justement. Et nous, dans notre podcast avec Jean-Philippe, on a vocation vraiment à accueillir tout style d'entrepreneur. Et ça nous intéresse de savoir justement pourquoi pour toi le juridique n'est pas forcément fondamental, pourquoi tu as peut-être eu un déclic à un moment donné et peut-être que pendant ce podcast, tu auras certains déclics, c'est ce qu'on va voir sur le fait que le juridique est important pour toi. Alors, on va te présenter. Alors, Maxence, tu es issu d'une ferme agricole, hein, tu as grandi parmi les vaches, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis, et tu as même un livre ici, de la patate à 100 patates. Donc, c'était des vaches ou des patates Alors, c'est des vaches, mais pour que ça parle vraiment au grand public et que ça soit pas uniquement centré agriculteur, c'est pour ça qu'on a dit de la patate aussi pour la rime de la patate à 100 patates, mais c'était des vaches, donc élevage de bovins, vaches charolaises, spécifiquement. Alors, juste une chose. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui travaille à la ferme, qui est issu du monde agricole, à un moment donné se dit je vais me lancer dans la vente en ligne, faire des activités sur Internet. Est-ce que le monde dans lequel tu évoluais à ce moment-là était propice à cette activité que tu as aujourd'hui ou pas du tout? Alors pour répondre à ta question, Jean-Philippe, en fait, notre cerveau fonctionne en plaisir et douleur et mon père travaillait au moins 70 à 80 heures par semaine et comme tu peux l'imaginer, si vous habitez à la campagne, je pense que chacun va se reconnaître. Il n'y a jamais de jour férié, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an. J'ai vu pour la première fois, la mer à 14 ans grâce à un tournoi de football, que j'ai fait à Valras dans le sud de la France. Donc travailler tout le temps, pour pas gagner grand-chose, on a pu le voir en début d'année 2024, la grève des agriculteurs, parce que c'est essentiel pour nous, en tant qu'être humain en besoin primaire, mais finalement, c'est énormément de travail, on gagne pas grand-chose et on a une vie qui est exclusivement liée au professionnel et pas trop de loisirs et ainsi de suite. Et moi, je me suis dit: «OK, c'est mignon quand tu as, 7 ans, 10 ans, 15 ans, mais est-ce que j'ai envie de faire ça tout au long de ma vie?» Et évidemment, la réponse est non. C'est pour ça que j'ai, cherché d'autres alternatives parce que, je me suis dit et ça tu le vois notamment à l'école quand tu es avec des camarades de classe, tu as des personnes qui ont des parents qui ont des meilleures situations. Tu dis: «Bah, attends, ah ton père gagne 5 000 € ou 10 000 € et cetera. Ah mais en plus il a des vacances» et ainsi de suite. Donc, tu as ce champ d'ouverture au monde, notamment lié, dans un premier temps à l'école puisque, quand tu grandis à la campagne, tu vois pas non plus énormément de personnes et tu t'aperçois, en plus, si tu regardes les médias, donc à l'époque la télé, aujourd'hui ça serait plus les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont dans des yachts, il y a des buildings de dingue, donc il y a forcément des personnes qui réalisent des choses que d'autres ignorent et inversement et c'est comme ça que j'ai eu le déclic et assez rapidement, j'ai identifié 3 contraintes de la vie. Donc les contraintes horaires, les contraintes géographiques, les contraintes hiérarchiques et quand j'ai vraiment tout analysé, donc au début tu te dis: «Je vais faire un resto, une boulangerie, un garage et une boucherie». Je me suis dit: «Internet» et c'est là où forcément, quand j'ai compris internet, donc là je peux pas faire plus basique, j'ai tapé «changer de vie» dans Google et je suis tombé sur des livres pour changer de vie d'Olivier Roland. Mais tout est venu d'un constat et finalement,
bah, internet est la conséquence. Ça aurait été, je dis n'importe quoi, on va dire, être bijoutier, voilà, je dis un exemple au hasard, bah, j'aurais été bijoutier. C'est internet qui m'a amené à la conséquence de 3 contraintes que je voulais plus avoir dans ma vie. Je voulais être libre géographiquement, puis avoir des horaires et aussi, bah, en cas de figure, je trouvais ça cool, d'être son propre patron, donc ne pas avoir aussi de contraintes hiérarchiques. Alors, je remercie Jean-Philippe pour cette question qui nous permet d'avoir avancé sur la biographie que nous n'avons pas encore fait de Maxence. Donc, oui, tu es issu d'une ferme agricole. Aujourd'hui, tu es multimillionnaire. Tu accompagnes un certain nombre de clients. Tu nous diras peut-être le chiffre. Tu es connu sur Internet depuis 2011. Tu vends des accompagnements. Tu as évolué d'ailleurs. C'est intéressant de voir comment tu t'es adapté au fil du temps. Nous avons nous-mêmes rejoint ton mastermind et du coup, tu nous coaches sur certains sujets du web et ça nous aide également. Tu as également du patrimoine immobilier, de la crypto-monnaie, de l'investissement en bourse. Donc des trucs marrants pour le juridique. Des trucs assez marrants juridiques, mais pas grand-chose en France, je crois. Absolument. Peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer par ça. Euh, Pourquoi tu t'es expatrié et à partir de quand, à partir de quelle date, qu'est-ce que représente pour toi la France en général? En fait, de manière générale, souvent, on va agir par rapport à une situation du passé. Donc, toi, tu es venu avocat parce que, il y a eu un élément dans ton adolescence, qui t'a amené finalement à faire ce métier. Et comme je l'évoquais il y a quelques instants, moi, de voir mes parents, en l'occurrence surtout mon père, parce que ma mère a travaillé à l'inspection du travail, à Chalon-sur-Saône, elle était fonctionnaire, mais la plus basse, catégorie. Bah, je me suis dit: «Attends, mes parents et spécifiquement mon père travaillent comme un rat et ils gagnent pas grand-chose». Donc pour la petite anecdote, aujourd'hui, en retraite, mon père a un petit peu plus de 1 000 € par mois et ma mère, elle doit être aux alentours de 1 400. Donc c'est vraiment pour dire que c'est pas grand-chose. Donc du coup, étant quelqu'un qui aime les chiffres ou encore, bah, qui est assez, rationnel, pragmatique, j'ai fait le constat suivant. Je me suis dit: «Bah, chaque fois que je gagne 1 €, si je donne 50 ou plus de cet euro gagné à un quelconque État, bah, forcément, il me faut 2 fois plus d'efforts pour atteindre le résultat et à l'inverse, si je suis dans un État où c'est 0 d'impôt, pour faire simple dans les calculs, bah, forcément, il me faut 2 fois moins d'efforts ou alors je vais 2 fois plus rapidement pour aller chercher ma liberté financière. Donc comme, je suis quelqu'un de plutôt curieux, je me suis dit: «Bah, OK, si pour, aller chercher ce résultat, bah, il faut de manière générale, on va dire, 10 ans, bah, soit je vais mettre 20 ans, pour, en étant en France, parce qu'il me faudrait 2 fois plus de temps». Donc étant quelqu'un, d'assez impatient, je me suis dit: «Bah, option 1 en plus, je suis plutôt jeune, donc ça facilite selon moi aussi la prise d'initiative parce que quand tu as pas d'enfant, j'étais célibataire à l'époque, j'avais envie un petit peu de découvrir le monde. Ça allait dans ces valeurs et ce mindset que j'ai évoqué, je veux plus de contraintes géographiques et je me suis dit: «OK, partir de France serait une bonne décision pour toi». OK, et tu es accompagné ou tu as été accompagné et tu es aujourd'hui accompagné sur le plan de la fiscalité justement? Alors déjà, donc j'ai choisi l'Estonie, donc j'ai été expatrié dans un premier temps à Malte de fin 2012 à début 2018. Donc Malte, c'est assez usine à gaz pour l'aspect, fiscalité, juridique et cetera, c'est assez complexe. Par contre, et ça, c'est ce que je surkiffe de l'Estonie, c'est l'opposé total. C'est un petit peu en analogie, la fiscalité pour les nuls, si on devait donner, l'exemple de l'Estonie et c'est ce qui m'a amené tout de suite, de, choisir ce pays parce que je me suis dit: «OK, c'est simple à comprendre», et donc pour prendre un exemple, avec la même société, on fait tout, donc on crée la société une fois. Avec la même société, on fait absolument tout. À l'époque, c'était 190 €, aujourd'hui, c'est 265 €. Là où en France, bah, si tu veux investir dans l'immobilier, ça va être une SCI. Si tu commences à générer un peu du cash, ça va être pertinent d'avoir une holding. Donc, tu as plein d'entités juridiques. Là où en Estonie, tu as une entité juridique simple, rapide, efficace. Donc, c'est ce qui m'a amené à cette première destination. Et pour rebondir à ta question, concernant, donc deuxième chose que j'apprécie aussi quand même de l'Estonie, c'est que quand tu es entre 2,4 millions et 6 millions d'euros de patrimoine, tu as un audit. Donc c'est chiant, mais en même temps, ça met une garantie de l'État que, bah, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, bah, c'est 100 légal, juridique et que c'est pas du pipeau. Donc c'est ce qu'on a là depuis, ça va être la deuxième année où
j'ai un auditeur qui audite, par exemple, la valeur de chaque bien. Comme j'ai 6 biens immobiliers en Estonie, ça va être la même chose là, pour ma villa au Costa Rica ou même, 2 achats-reventes que j'ai fait à Dubaï, avec 2 investisseurs français. Donc, pour résumer, peut-être que vous, avec votre œil d'expert, il y a peut-être toujours une amélioration ou un point à redire. Là, je pourrais pas être, pertinent et parce que c'est pas mon domaine d'expertise, mais à 99 normalement, tout est bien fait. Même s'il y a évidemment, certainement, peut-être un 1 où il y a toujours des choses à redire et à refaire. Alors, justement, en fait, malgré tout, finalement, en allant à l'étranger, en allant dans un autre pays, bah, tu t'es affranchi d'un certain nombre de règles juridiques, et aujourd'hui, est-ce que tu accordes de l'importance, à l'aspect juridique? Est-ce que tu mets en place ce qu'il faut, par exemple, puisque tu vends quand même sur le marché français à des clients français, des contrats? Est-ce que tu es bordé sur le plan, juridique? Alors, très bonne question. Normalement, là aussi, il y a un ou 2 éléments que je vais voir avec Jean-Philippe, très prochainement. Donc, comme vous l'avez dit dans un autre podcast, c'est important donc d'avoir des dépôts de marque. Donc, ma première activité dans les paris sportifs, j'avais fait plusieurs dépôts à l'INPI, même si j'étais, à l'étranger, mais j'avais fait différents dépôts. Après, ce qui est, un petit peu complexe et c'est là où, c'est très important d'être accompagné par un avocat, c'est de savoir, qu'est-ce qu'on peut déposer. Donc si c'est un nom générique, on va dire, bah, je veux déposer, le mot table, ça va pas fonctionner ou paris sportif, ça va pas fonctionner parce que c'est un nom, trop générique. Donc dépôt de marque. Ensuite, les contrats, là aussi, normalement, on est good et on fait relire, bah, par, vous connaissez également, maître Dimitri Boujard, l'un de vos confrères. Donc on met en place ça tout, petit à petit parce qu'on sait que c'est très important, notamment si un jour je souhaite revendre le business. Bah, si tout est freestyle, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça a peu de valeur et à l'inverse, si on a des choses, carrées, ça augmente la valeur de l'entreprise. Et après moi j'ai une question pour vous, en rebondissant. Qu'est-ce que vous pensez, des entrepreneurs, bah, qui s'expatrient? Est-ce que, finalement vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Voilà, je vous laisse, répondre aussi à ça. Tout dépend de l'histoire qui va avec. Tout dépend de l'intention. Si c'est, exclusivement lié à une volonté d'échapper à la fiscalité, je suis pas sûr que ce soit la bonne décision. Voilà, je me dis que la Bah, alors, Jean-Philippe, oui et non, mais sache que 99 pour pas dire 100, les gens qui partent de France, c'est quand même, bah, on en voit fiscalité. alors on en voit beaucoup aussi qui veulent revenir. OK. Alors pour quelle raison? Je pense qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, certes, il y a des avantages sur le plan fiscal dans le pays où ils sont. Alors c'est peut-être pas forcément l'Estonie. Certains sont en Estonie, ils se disent: «J'avais pas noté qu'il faisait soit aussi froid, soit aussi ou que la nuit tombait si vite et cetera et je ne supporte plus le climat». D'autres, ça va être, des problèmes de santé. Ils s'aperçoivent que le système de soins est finalement très onéreux là où ils sont. Alors certes, il y a peut-être pas la fiscalité qui s'applique en France, mais dès lors qu'il s'agit de se soigner, ben, on préfère revenir en France. Il y a plein d'éléments et puis aussi pour l'éducation des enfants, il y en a qui se disent: «Bah, finalement» alors c'est bien aussi du point de vue des langues, on apprend beaucoup de choses. Les enfants ont une ouverture d'esprit qui peut être importante, mais d'un autre côté, il y a aussi, parfois le mal du pays. Ouais. Certains se disent, «J'aimais des choses en France, l'art culinaire, Il peut y avoir aussi, de l'ordre de relations, sentimentales. aussi». Il y a un moment donné, il y a passé, l'enthousiasme et voilà l'envie d'aller ailleurs. Il y a un moment donné, on en voit qui effectivement ont ce besoin, cette envie et c'est vrai que leur situation devient plus ou moins complexe parce que les opérations qu'ils ont menées font que, bah, il y a de l'argent à rapatrier, les choses ne sont plus aussi simples, il faut solliciter effectivement des conseils sur la manière de faire, heu et donc certes, le départ semble prometteur du point de vue de la fiscalité, mais le retour s'avère parfois plus périlleux, plus délicat, plus compliqué à mettre en œuvre. Je pense que ce qui est, important, c'est que en fait, effectivement,
bah, tu t'expatries pour des raisons effectivement potentiellement fiscales, mais si tu te plais pas du tout dans le pays, je suis sûr que tu te plais quand même, Ouais, en complètement, Estonie, ouais. Bah, heu moi, c'était, bah, des 3 raisons, c'est très simple. Donc première, essentielle, évidemment, la fiscalité. Donc le fait qu'il y ait 0 d'impôt sur les sociétés et malheureusement, ça devrait passer à 2 au 1er janvier 2026, donc fiscalité. Numéro 2, moi, comme je suis assez allergique à la paperasse, c'était le paradis administratif. Donc voilà, bah, comme, tout est en ligne. Et numéro 3, comme c'est ma marque de fabrique, simple, rapide, efficace, bah, le fait aussi de Ça correspond aussi à tes valeurs. Il n'y a pas que l'aspect fiscalité, ça rentre en ligne de compte. non, mais si tu mets 25 d'impôt sur les sociétés en Estonie, j'y suis plus. Pour te En donner un en exemple. tout cas, je sais que l'Estonie, est un pays, un peu, modèle pour beaucoup et c'est vrai que, enfin, quand tu parles Moi, de ça me cette surprend que dans le monde, bah, que personne ait modélisé en état le système estonien sur l'aspect, création de société et gestion, de ça devrait être un peu entendu parfois, je pense, mais ouais, en alors je France, pense on qu'ils est disent, non, mais Ce que j'ai appris, c'est qu'avec la carte d'identité, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une carte d'identité, c'est une carte avec une puce qui permet de faire des achats, de faire... ouais, bah, par exemple, petite, anecdote, si je vais dans un magasin, quand je suis résident, j'ai une réduction de 5. C'est une petite, anecdote assez marrante, demain je vais, bah, j'ai un problème, admettons, quelqu'un me met une droite, là, je suis à Paris, met une droite et cetera. Ben, on sait, mon groupe sanguin, donc sur la puce, on a aussi toutes les données, santé, qui, selon moi, quand même est assez, sympa, si en cas de mésaventure. Donc ouais, tu as plein d'informations. Alors d'autres personnes, à l'inverse, se disent: «Ouais, mais les gens savent trop», bah, en tout cas, l'Estonie sait trop de choses sur toi, sur l'aspect, vie privée. Donc après, c'est un point de vue, moi, je préfère qu'ils ont mes infos parce que si demain j'ai une entre guillemets, on peut potentiellement me sauver, alors que si on n'a aucune information sur moi, la probabilité de mourir est plus importante. Aujourd'hui, alors si j'ai bien compris, c'est vrai qu'au démarrage, pas considéré que l'aspect juridique des opérations, de ce que tu mettais en place avait une Ah importance bah, particulière. 0 importance à mon Ouais. démarrage. Donc tu t'intéressais plus à... Bah, vendre, bah, trouver des clients, vendre, améliorer mon marketing, améliorer, ma livraison, mais absolument pas au juridique. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as eu, à un moment donné, des choses où tu t'es dit: «Ah mince, ah j'avais pas prévu ça». Ouais, bah, je vais vous raconter donc 2 histoires, qui m'est arrivées, bah, dans mon activité de paris sportif. Donc la première, ça a été une usurpation d'identité. Donc typiquement, je vais pas vous donner le nom, mais là ça existe plus, à mon grand étonnement, mais tant mieux, mais quelqu'un, bah, qui se faisait passer pour moi. Et donc j'ai payé quand même 12 000 balles, donc c'était pas vous, mais j'ai payé 12 000 balles à d'autres avocats. Et ils ont fait, j'ai même, carrément, un classeur avec les mains courantes à la police et ainsi de suite. Et moi, j'ai été écœuré de me dire donc c'était à Paris en plus quand j'ai fait, le commissariat de police, et le fait d'avoir en gros une usurpation d'identité, les flics, étaient en mode, «Je m'en fous, je m'en tape». Pourquoi? Parce que, bah, c'est pas un vol, c'est ni un viol ou ni un mort. Donc entre guillemets, tu es, mais l'usurpation d'identité, elle avait pour objectif, d'escroquer ensuite des clients ou, de vendre quelque chose à des bah, clients? c'était de vendre quelque chose. Après, je sais pas si c'était escroqué, mais c'était de vendre quelque chose, en se faisant passer pour moi. C'est comme si moi, je crée un site pour vendre un follower, faire très simple, et tu dis: «Mais non, mais c'est pas moi». Malheureusement, comme tu as dit, souvent c'est pour faire du scam et cetera. Sauf que quand on est leader du marché et qu'on a un nom en plus, pas connu, tu sais, si je m'appelais, Martin Dupont, Dubois, plus compliqué de à se référencer sur ce mot-clé-là. Mais comme c'est sur mon nom, non pas connu, plus leader du marché, évidemment, bah, dégoûté. Et le gars, a priori, parce que, je pense qu'il était très fort en informatique, parce qu'a priori, il était censé être à Malte, mais il y avait le registrar, bah, je pense que vous connaissez mieux que moi les termes. Donc ça, c'était 2017. Alors juste pour rebondir sur ce sujet, c'est important parce que nous, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs du web et notamment des infopreneurs et des top leaders de l'industrie qui peuvent aussi avoir ce type Donc de difficulté. usurpation d'identité. Donc usurpation d'identité, ce type de difficulté pour des scams. Et il y a vraiment un réflexe qui est très important et nous sur lequel on sensibilise les entrepreneurs, c'est d'avoir déposé leur marque parce que ensuite il est beaucoup plus facile, bah, justement d'aller souvent c'est des usurpations qui se font via les réseaux sociaux et donc il est beaucoup plus facile d'aller voir les réseaux sociaux, que ce soit Meta, Instagram, Facebook ou même Google pour
indiquer, là, il y a eu une usurpation d'identité, je vous fais une notification de taken down, il retire, en fait, assez facilement le contenu. De la même façon, si on va voir les registrars, c'est aussi beaucoup plus simple. Donc Là, déposer c'était un site web. c'était un site web. Ouais, mais il était forcément associé à un registrar avec un nom de domaine. Ouais, normalement, mais comme c'était un pays, c'était soit Malte ou même Hong Kong, un pays, Ouais, bah, ça hors, de la effec France. effectivement, c'est plus compliqué, mais généralement, ils associent souvent ça à de la publicité aussi, parce que sinon, s'il y a juste le site, ils se font pas connaître, mais à de la publicité ou de la communication aussi via les réseaux sociaux et notamment via don et c'est sur les réseaux sociaux, tu peux lutter assez efficacement et vraiment d'avoir une marque, bah, ça permet d'être beaucoup plus, proactif dans la lutte, là-dessus pour supprimer, les contenus. Alors la petite particularité des paris sportifs, c'est que c'est une industrie, on peut pas faire de pub, on peut faire du contenu organique, donc ça c'est l'avantage et l'inconvénient, mais on peut pas faire de pub, mais je suis d'accord. Mais je pense Et que j'aurais et pu et gagner, mais et ça dernier m'aurait point, il mis y a des beaucoup d'argent. possibilités, mais j'avoue que ça, c'est quand même, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de demander aux fournisseurs d'accès internet de bloquer les sites. Et ça, on a souvent ça, dans le cadre, de différentes, actions en contrefaçon avec des sites de streaming et cetera. On a eu ce type d'affaires. Hem Néanmoins, la problématique, c'est, bah, les petits malins, ils se font bloquer un site, mais ils réouvrent un autre site, par ailleurs. Mais, voilà, donc mais bon, c'est un peu, Ouais, donc usurpation d'identité va faire, bah, entre guillemets, attention, à ce qu'il y a toujours, bah, déposer une marque à votre nom, ça vous donnera, mmh. un moyen beaucoup plus facile de Ouais, lutter. ça c'est ce que tu m'avais dit, Jean-Philippe, ouais, très bon Au-delà conseil à donner, d'un actif c'est pour vraiment de déposer la marque à son nom. Puis il faut faire attention malgré tout quand on dépose cette marque. C'est-à-dire qu'en Mais fait ça va être accepté à son nom. Si quelqu'un s'appelle, XYZ, ouais, c'est accepté. On dit pas: «C'est un nom» et du coup non, c'est sûr à 100. et la seconde, Le second, donc ça, je pense que vous connaissez, et c'est un classique, dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement l'infoprenariat, la e-réputation. Donc pour faire très simple, donc je vendais un service sur les paris long terme où ma promesse, c'était 30 ou plus par an. Donc ça s'est bien passé en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, donc pendant 6 années consécutives et en 2019, patatras, notamment, vous connaissez un peu le foot ou pas du tout? oui, un petit peu, ouais. oui, Ah bah, alors, je le dis juste pour Henri, pour ceux qui connaissent le foot assez rapidement. Donc, chaque année, j'avais environ à peu près 15 paris long terme. Et cette année-là, on a eu une malchance incroyable, notamment sur 4 paris, et je vais la faire courte, mais je pense que ça va parler à Henri. On a eu un pari, donc Liverpool champion, et pour la première fois depuis 1881. Donc, je vous laisse faire le calcul dans votre tête. Donc, depuis 1881, c'est la première fois qu'une équipe qui a 97 points n'est pas championne d'Angleterre. Donc, Manchester City a été championne d'Angleterre à 98 points et Liverpool a terminé deuxième à 97 points. Donc, du coup, au lieu de faire plus 30%, on doit faire peut-être moins 20%, quelque chose comme ça. Et là, évidemment, comme j'avais plus de 1000 clients dans le service, vous pouvez imaginer. il y a dû y avoir du mécontentement, Voilà, hein. le mécontentement De la était. e-réputation a dû en prendre un Voilà. coup. Donc, pour ceux qui connaissent le football, bah évidemment, la majorité disait putain, c'est ouf la malchance, mais genre, c'est qui le marabout qui nous a lancé ce sort Si vous connaissez le football, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais pour ceux, donc en l'occurrence, peut-être un client pour deux, qui connaissaient rien du tout, évidemment, la pastille et la douleur étaient, assez importantes. Donc la majorité des gens ont perdu entre, on va dire, 2 000 € et 10 000 € pour, cette année-là. Donc là, la e-réputation Maxence Rigotier a pris paf! Un coup, que je comprends tout à fait, hein, ce que je comprends tout à fait et je prends 100 mes responsabilités par rapport à ça. Et du coup, ça m'a rappelé un, 2 notions. L'impossible est possible. Donc ça, c'est la première notion. Je me suis dit: «OK, donc l'impossible est possible». Numéro 2, bah, tout investissement comporte un risque. Si je n'avais pas connu les paris long terme en 2019, comme je vous l'ai évoqué, je me serais dit: «Ouais, c'est un 0,1 je m'en fous, passe à la trappe, et cetera, rien à foutre». Maintenant, dès qu'il y a un 0,1 je me dis:
tu as déjà vécu des situations incroyables dans ta vie, donc prends-le en considération. Donc quelque part, ça t'a réveillé. Ça t'a Envie. éveillé je dirais, à l'importance de se dire: «Bah, voilà, maintenant, je rentre dans un certain niveau d'exercice de mon Ouais, activité. Je ne peux plus laisser les choses, comme ça, au hasard. J'ai besoin de cadrer». ouais, complètement. Est-ce que tu avais conscience que, ce service de paris sportifs, il n'était pas tout à fait légal? Parce qu'en réalité, en France Ah, quand je veux dire, quand on promet non, non, un ouais, gain ou, parce que promesse sinon qu'est-ce qui est pas légal, oui, 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 hormis ça, la promesse de voilà. gain, C'est ça, potentiel? c'est que C'est le gain, ouais. la promesse des gains associés à des paris sportifs, c'est une pratique commerciale, trompeuse. D'accord. Alors ça, non, j'étais pas au courant. Ding ding, réveil juridique. N'hésitez pas à mettre une petite cloche, à vous abonner à la vidéo et à liker. Nous vous l'avions dit, nous allons réveiller un peu sur le plan juridique, Maxence. En fait, là où tu as 100 raison et on le voit assez naturellement, notamment dans des formateurs, sur l'investissement, la bourse et ainsi de suite, ça je sais qu'on ne peut pas promettre un gain garanti, mais quel que soit le support, hein, que ça soit de la bourse, des paris sportifs, de l'immobilier ou et cetera. Parce qu'investir, il y a toujours cette part de risque. Maintenant, là où, tu m'apprends quelque chose, et bah, il doit y avoir un paquet de gens qui sont dans «l'illégalité» entre guillemets, c'est, ouais, cette notion donc si j'ai bien compris, hein, dis-moi si c'est le cas, c'est qu'on n'a pas le droit de dire, bah, tu peux potentiellement gagner 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100 ou plus. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y a 2 choses. C'est que déjà, c'est un domaine très réglementé, le pari sportif. On ne peut pas vendre de services en principe sans être, sans avoir respecté la réglementation, notamment de l'ARJEL. Et la deuxième Qui chose, s'appelle ANJ maintenant, c'est c'est ouais, l'autorité, c'est ça, c'est ça. nationale des jeux en ligne. Alors Et ça par contre, Henri, dans cette industrie, vu que je la connais, énormément, même si j'ai arrêté en 2022, ça je pense qu'il y a aucune personne qui est en règle par rapport à ce que je dis, non, non, à mon avis, hein, ouais et la 2e chose, c'est que, c'est tout comme, promettre, des guérisons ou promettre des faire des promesses de gains. Alors évidemment, dans ce cas-là, forcément, le bon conseil, c'est que si vous faites ce type d'activité, vous blindez vos conditions générales de vente en disant que vous ne promettez pas, que c'est bien sûr c'est soumis à un aléa, il y a un risque et cetera. J'imagine que c'est ce alors que tu avais ça fait? ça je suis 100 d'accord, mais le mécontentement, en fait, le client à dire ça, c'est OK pour nous se couvrir, mais si quelqu'un a perdu 3 000 balles ou 2 000 balles ou 10 000 balles, il a perdu ses 10 000 balles et il est en colère. Voilà, au-delà de la colère, voilà et en règle générale, ça c'est une notion sur laquelle, je pense qu'il est important d'alerter pas mal d'entrepreneurs du web. C'est qu'il y a des domaines, dès lors que, il y a des notions d'investissement financier, bah, par exemple en bourse, en crypto, En crypto, je pense qu'il doit avoir des beaux sujets à mon avis. en NFT, beaucoup de dossiers dormants, les amis. C'est des personnes qui ont vendu des NFT et potentiellement, il peut y avoir des enquêtes aux États-Unis sur des personnes qui ont vendu ça de Dubaï, de France. Il y a des véritables sujets, et moi, quelque part, j'ai tendance à dire, quand vous lancez une activité, quand vous avez un business, intéressez-vous toujours à si je suis sur des potentiels risques pénaux et le pénal, je pense que c'est important parce que, on peut venir te chercher après. Voilà, c'est quand même une notion qui est importante. Donc et dès lors que ça touche à l'investissement, il y a quand même en principe un certain nombre de contraintes à mettre en place ou alors vous l'assumez. C'est-à-dire que encore une fois, c'est toujours, très important de savoir à quel niveau on pose le curseur. Mais sachez que voilà, dès qu'on parle argent, investissement, voilà, je pense que, concrètement, je pense qu'aujourd'hui sur ton business de vente de tunnel de vente, parce que tu vas nous dire un peu ce que tu fais aujourd'hui, mais quand tu accompagnes des clients à mettre en place leur tunnel de vente ou que tu accompagnes, des clients dans le cadre de mastermind, c'est-à-dire de regroupement d'entrepreneurs qui aident à être meilleurs, là, il y a aucun problème, de légalité à partir du moment où tu fais bien tes contrats et cetera. Donc est-ce que ça a été aussi un critère finalement de te mettre sur des activités, quelque part moins à risque, et parle-nous un peu de ton activité aujourd'hui? Pourquoi je suis arrivé dans l'entrepreneuriat? C'est donc, quand il y a eu, finalement ce cataclysme en 2019, déjà dans ma tête, je me suis dit: «OK, ça peut réarriver,
dans X années. Donc numéro un, le business model est pas viable. Ça, c'est la première chose que je me suis dit. Ensuite, numéro 2, moi, j'avais évolué petit à petit. Donc je me suis posé 6 questions qui sont les suivantes, que je vous invite à vous poser, dans l'entrepreneuriat. Première question: est-ce que le marché est suffisamment scalable pour atteindre la vision? Deuxième question: avec quel avatar client je souhaite travailler? Troisième question: quelle est la marge de mon produit? Sachant que je souhaite uniquement avoir des business qui ont une marge supérieure à 30. Numéro 4, est-ce que je me vois, moi, faire ce business encore 10 ans en plus? Comme je l'avais déjà fait 11 ans, donc dans l'exemple des paris, la réponse est non. Cinquième question, est-ce que ce business model est un effet de mode ou alors est durable dans le temps? Et sixième question, est-ce que je serai en mesure de revendre le business dans le futur si je le souhaite? Et du coup, en me posant ces 6 questions, ça m'a amené à me dire: «OK, là, faut vraiment, que je crée, une marque, que je crée des choses, qui soient pérennes et qui, représentent ma nouvelle identité, à qui je suis aujourd'hui». Et naturellement, comme j'ai quand même cet œil marketeur, avoir un positionnement unique qui est, dans notre cas de figure, des tunnels de vente. Donc tu considères avoir changé d'identité? Parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque, justement, on te connaissait, on t'observait et on t'a vu en fait, évoluer en fait et proposer des choses qui étaient, véritablement intéressantes, qui intéressaient les entrepreneurs, à tel point que finalement nous-mêmes, à un moment donné, on s'est laissé, séduire, Voilà. et on le regrette pas du tout. Hem Voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu proposes à tes clients? Comment tu organises, ton business? Je sais aussi et tu parce que tu en avais parlé que tu avais dû aussi laisser des gens, tu avais même changé tes équipes. Je sais que tu travaillais avec ton frère. Est-ce que tu peux nous parler de ça, puisque finalement aujourd'hui je crois que tu ne travailles plus avec ton frère? Ouais, une toute petite partie, mais très bonne question. Donc j'aime bien me poser la question suivante. Donc, dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je me suis dit: «Est-ce que les membres de mon équipe, avec qui je suis aujourd'hui, seraient en mesure de m'amener à la vision auquel je suis?» Donc si je donne l'exemple de l'analogie sportive, si on joue pour, faire un podium en Ligue 1 et que maintenant l'ambition est de remporter la Ligue des champions, beh, est-ce que ces gens-là vont me permettre de remporter la Ligue des champions pour donner, une, analogie footballistique? Donc j'ai fait le constat, je me suis dit: «Non, non, 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 non». Donc après évidemment, il faut changer, donc tout part de soi, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai aussi restructuré petit à petit, l'équipe. Et aussi, autre chose, la question que je me dirais si je devais repartir de zéro 15 ans en arrière, c'est qu'il me manquait cette vision. Plus vraiment il y a un peu ce battle dans l'entrepreneuriat où on évoque, à juste titre, la niche, se spécialiser. C'est un peu, si on va dans la rue, bah, est-ce que tu es, restaurant japonais, libanais, turc, italien, et cetera? Mais quand tu veux faire des gros chiffres, en fait, tu peux plus raisonner à être niché. Certes, oui, tu as une certaine, typologie de personnes. Je vais prendre l'exemple, donc moi, j'aime bien courir, je suis un marathonien. Donc si ta cible, c'est les marathoniens, tu es niché, mais ça reste des centaines et centaines de milliers de personnes en France qui courent le marathon. Donc c'est suffisamment large. Et moi, l'erreur que j'ai pu faire par le passé, que ce soit les paris sportifs ou même l'époque où j'ai eu aussi un site et un petit business sur la course à pied, c'est que j'étais trop niché. Et du coup, pour atteindre une grande vision, et c'est notamment en écoutant des entrepreneurs qui ont des entreprises à 10 millions, 50 millions, 100 millions, 1 milliard, etc., que j'ai compris que si on était trop restreint, eh bien, on sera naturellement capé. Et comme j'ai aussi eu cette prise de conscience que le marché m'aura épuisé avant que moi, j'ai épuisé le marché, d'où l'importance de voir comme suffisamment large. Donc moi, mon raisonnement aujourd'hui, il est vraiment très simple. C'est que je me suis dit, OK, il y a combien d'entrepreneurs en France? 1 million. Sur 1 million, j'enlève les porteurs de projets, les personnes qui se pensent entrepreneurs, mais qui ne le sont pas forcément, donc on va dire 100 000 personnes, et je me dis: «OK, si je dois convaincre 1%, donc ça fait 1000 personnes, bah, OK, je peux avoir un business à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec 1000 clients annuels dans mon entreprise».
Donc tu vois, 1% du marché, Mais j'atteins ma tu vision. as fait ton choix de manière, strictement, rationnelle ou à un moment donné aussi, c'est parce que tu aimes, ce que tu fais, Ouais, moi j'adore ce que je fais. Bah, c'est aussi la fameuse question quand j'ai dit: Oui, «Est-ce oui. que je me vois les 10 prochaines années à faire ça?» Oui, alors que et ça c'est une vraie question que je vous invite à vous poser et même quand je dois créer une nouvelle chose. Bah, typiquement si tu écris un livre, si on prend cet exemple, bah, si tu te dis: «OK, je suis là pour les 10 prochaines années», bah, ça fait sens d'avoir un livre. En paris sportif, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que au moment où j'aurais été prêt à le faire, on va dire peut-être 2017-2018, comme je savais que j'allais arrêter prochainement, je me suis dit: «Bah, tu te casses le entre guillemets, pour, peut-être arrêter dans 2-3 ans, donc ne le fais pas». Voilà, c'est comme ça que je raisonne, c'est maintenant je prends les décisions en me disant, «OK, là l'objectif, c'est ce que j'avais évoqué à Jean-Philippe, à Tallinn. Je souhaite même créer un groupe, donc on va structurer ça ensemble pour, vraiment avoir quelque chose de top, pour aussi ce mindset, le jour où je souhaite revendre, bah, c'est pas quand, tu souhaites revendre que tu te poses la question 6 mois ou 1 an avant, c'est plutôt 5 ans ou plus avant la destination finale. Tu te dis: «OK, qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement?» Et quelque part, cette avancée que tu as, c'est ce recul maintenant que tu as en tant qu'entrepreneur, puisque tu t'adresses à tes clients et que tu es le spécialiste des tunnels de vente, est-ce qu'il n'y a pas aussi de ton côté une envie de dire: «Bon, les tunnels de vente, c'est bien, vous allez vendre, mais quelque part, protégez-vous aussi, faites en sorte d'être, carré sur le plan juridique». C'est ce message-là que tu as envie de faire passer aussi auprès de tes clients? Ouais, complètement, hein. Exactement, et ça me paraît c'est une super question que j'avais aussi, Jean-Philippe. C'est pour ça que vous êtes associés. Vous lisez dans vos pensées. Vous C'est êtes voyant. aujourd'hui, tu aides tes clients à mettre en place des tunnels de vente, et un tunnel de vente, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments juridiques qu'il faut avoir dessus. Comment tu les aides sur les aspects juridiques? Qu'est-ce que tu as prévu, ou voilà, et qu'est-ce qu'on Numéro un, donc si les gens sont entre 0 et 100 000, bah là, on leur recommande votre formation qui est adaptée en termes de montant par rapport à eux pour vraiment voir les bases, conditions générales de vente, mention légale, politique de confidentialité, potentiellement la RGPD, ce genre de choses. Et ensuite, si on a un chiffre d'affaires, selon moi, supérieur à 100 000 ou 200 000 euros, là, c'est plus intelligent d'utiliser et d'acheter une prestation. On a quelque chose de sur mesure qui répond exactement à notre business. J'en profite, justement, pour les gens qui pourraient nous écouter, qui montent un business, qui montent potentiellement des tunnels de vente, qui ont compris l'intérêt de vendre en ligne, que, ils peuvent marquer guide en commentaire, et on leur enverra le guide pour vendre en ligne en toute légalité. Ça leur explique, concrètement, ça vous expliquera ce que vous devez mettre en place dans votre business pour avoir qu'un business conforme, les documents juridiques que vous devez avoir, que vous ayez un tunnel de vente, un site internet. Donc n'hésitez pas à télécharger le guide, n'hésitez pas surtout à mettre guide en commentaire. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de la RGPD? Parce que ça, c'est une vraie merde en marketing, avec les petits cookies, les cases à cocher, ce genre de choses. Quel est votre retour par rapport à cela? Alors pour moi, le RGPD est comme la réglementation en général, en fait, à chaque niveau, ses obligations. Le RGPD, quand tu fais de 0 à 100 et même de 100 à 1 million, bah, quand tu commences à dépasser les 1 million, il faut mettre en place, les cookies, il faut mettre en place la politique de confidentialité, et même quand tu te lances, en fait, il faut avoir une vitrine qui a l'air d'être conforme. En revanche, quand tu commences à faire plus de 50 millions d'euros, nous on accompagne par exemple des banques, sur la mise en place d'IA, bah, là forcément c'est des sujets qui sont hyper pointus, où il y a des risques très importants pour elles. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le juridique, c'est que à chaque niveau, c'est priorité en fait. Quand tu te lances, bah, intéresse-toi à mettre en place des bons contrats, intéresse-toi à mettre en place des bons contrats de vente à tes clients et des bons contrats, pour, tes prestataires qui vont travailler pour toi, notamment, par exemple, de se faire céder les droits de propriété intellectuelle, parce que ça peut être des vrais problèmes dans les dossiers. C'est-à-dire que tout ce que tu as demandé à tes prestataires, s'ils ne t'ont pas fait une cession de droit en bonne et due forme par écrit, en mettant toutes les mentions obligatoires de la cession de droit, ça ne t'appartient pas. Tu as eu beau les payer, ça ne t'appartient pas. Donc mettez en place des bons contrats avec vos freelances. Ça, c'est la base pour commencer, et là, on commence déjà à se constituer un actif.
Après, effectivement, les questions de RGPD, vous faites le minimum syndical, je dirais. Et ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que, en fait, à un moment donné, personne et ça parce que ça c'est parfois des en alors on a 2 types d'entrepreneurs qui se lancent. Il y a les entrepreneurs qui se lancent, qui disent: «Ouais, moi je veux direct, aller, à Dubaï ou en Estonie pour pas payer d'impôts». Bah, déjà commence à faire du chiffre d'affaires et puis on a d'autres types d'entrepreneurs qui au contraire, procrastinent à fond, se disent: «Le juridique est trop compliqué, je sais pas par où commencer et cetera. Le juridique m'empêche de commencer, il y a le RGPD et cetera». Et nous, à ces entrepreneurs, on leur répond: «Mais personne n'est 100 en conformité, ça n'existe pas. Dans les plus grosses boîtes, ils sont jamais 100 en conformité. Ce qu'il faut, c'est diminuer un maximum le risque, c'est d'avoir toujours des arguments à opposer en cas de problème et c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire, il faut réduire le risque, il faut aussi, je pense et plus évidemment on passe des levels, des niveaux, hein, si on peut raisonner jeux vidéo, dans l'entrepreneuriat, bah, plus il faut avoir un accompagnement précis à ses côtés. Voilà. D'ailleurs, petite question juste en parallèle, comment toi tu choisis tu choisis un avocat? Enfin, qu'est-ce que tu observes? Parce que peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont des étudiants en droit, qui veulent, bah, qui veulent devenir avocats ou qui sont déjà avocats. Et c'est toujours intéressant, moi, je trouve, d'avoir l'avis des clients, justement, pour s'améliorer. Qu'est-ce que toi, tu attends de ton avocat? Qu'est-ce que tu recherches chez un avocat? Le critère numéro un, c'est est-ce qu'il comprend mon industrie? Parce que si il le comprend, bah, évidemment, c'est un peu quand je t'ai donné l'analogie: «Est-ce que tu connais le foot?» et cetera. Je vais te donner des anecdotes ou, une problématique que tu seras en mesure de défendre. Alors que si tu as un sujet et que tu dis: «Bah, ça, j'ignore, c'est pas fait pour moi», bah, évidemment, c'est mieux de l'amener à un confrère. Donc moi, c'est le critère numéro un, c'est est-ce que cet avocat est en mesure de comprendre l'industrie dans laquelle je suis? La réactivité, c'est quelque chose d'important aussi pour toi? Vu que tu es un peu impatient. Voilà, vu que je suis plutôt impatient, c'est sûr que si on me répond, 2-3 jours après, alors que j'aimerais plutôt avoir une réponse dans la journée, ça va quand même me faire donc ça, c'est pour tous les avocats. Si vous êtes réactif, évidemment, topissime. On va arriver au bout de ce podcast. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est vraiment beaucoup de valeur que tu nous as apporté. On tenait à te remercier. Merci infiniment pour ça. Et évidemment, ça fait du bien aussi de réfléchir out of the box. Et je pense que tu réfléchis finalement même bah, sur cet aspect internationalisation des business, etc. Si tu avais une chose à nous partager pour terminer, que tu as peut-être pas partagé dans ce podcast ni ailleurs, un conseil que tu pourrais donner à tous les entrepreneurs, quel serait-il, Alors j'aurais Maxence? une petite question, pour vous, vu qu'on est dans le juridique. Le slogan qui est superment bien choisi de votre podcast, «Du clash au cash», est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez aux entrepreneurs de déposer, si on a différents slogans, ou à l'inverse, c'est assez complexe? Quel est votre retour là? C'est Évidemment, en tant qu'avocat, nous faisons bien les choses, donc et je te conseille de le faire aussi pour ton podcast. Vu qu'on est là pour te réveiller, bah, nous avons déposé, du clash au cash, nous avons déposé réveil juridique. Évidemment, avant de venir ici, tu as signé et accepté une session de droit à l'image. Je suis certain d'ailleurs que tu vas la recopier pour ton podcast à toi. En tout cas, c'est une bonne pratique que je te donnerai, je t'inviterai à faire. ouais, je Et, valide dans le Google Form. et oui, parce qu'en fait, t'es pas à l'abri que tu as interviewé quelqu'un avec qui tu clashes pour une raison ou pour une autre, et que 5 ans après, ils te disent bah là, tu fais des vidéos avec moi, il y a un avis, je te demande de me supprimer, de retirer, ou voire même de m'indemniser ou autre. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Donc faire les choses bien avec précaution, bah, c'est quelque part des risques et des problématiques en moins. Et au-delà de ça aussi, pour même tous ceux qui se lancent, c'est une crédibilité que tu apportes, en fait, je pense que ça fait pro aussi. Et est-ce que toi, quand justement tu es venu dans notre podcast, tu as eu le sentiment, bah, puisque tu es un des premiers invités, mais qu'on faisait les choses pro et avec une vision de faire un bon podcast? Ouais, bah, complètement et c'est comme je l'évoquais dans le cadre du mastermind, le fait d'interviewer plein d'entrepreneurs, ça permettra de mettre les 2 casquettes parce que souvent, on l'a dit en rigolant, mais c'est vrai,
juridique égale ennui pour l'entrepreneur dans son cerveau au premier abord. Et le fait d'amener justement des histoires, des anecdotes, des retours d'expérience avec tous les entrepreneurs que vous allez interviewer au fil du temps, ça sera très intéressant, en plus avec les bonnes Alors pratiques. dis-nous, tu t'es ennuyé là ou tu t'es plutôt... Moi, j'ai adoré, surkiffé, et en plus, je vous connais, donc Si j'adore. comme Maxence Rigotier, vous avez surkiffé ce podcast, mettez un petit pouce bleu. Et Maxence, tu nous as pas partagé ton dernier et ultime conseil. Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que devraient savoir les gens qui nous regardent? Donc moi, j'ai cette philosophie et cette épitaphe que je vais indiquer directement sur mon tombeau. Aime la culture de l'effort. Dans une société où tout va très vite, si tu aimes l'effort, tu vas aller très loin. Et ensuite, sois intègre. Donc intègre, c'est quoi? C'est tenir ses promesses. Donc tenir ses promesses envers soi, tenir ses promesses envers les autres. C'est tellement rare dans la vie que là aussi, tu feras une immense différence au cours de ton existence. Merci Maxence. Et comme je peux pas m'empêcher, je trouve qu'il y a quand même un lien avec ton père dans le fait d'être besogneux comme ça, de travailler, et quelque part, on sent que tu as cette valeur travail et cette intégrité aussi qui, parfois est issue du bon sens paysan. Je valide à 100%.